Si vous êtes atteint de diabète de type 2, ce serait peut-être le temps d'avoir un petit tête-à-tête avec votre cœur. Inutile de dorer la pilule. L'impact du diabète de type 2 ne se limite pas au taux de sucre dans votre sang. Il peut affecter plusieurs parties du corps, y compris votre cœur. Si vous êtes atteint de diabète et avez des antécédents de maladies cardiaques, sachez qu'il existe des médicaments qui, de concert avec un régime alimentaire et l'exercice, peuvent réduire votre risque de décès dû à des problèmes avec votre cœur et vos vaisseaux sanguins. Parlez-en avec votre médecin dès aujourd'hui et visitez moncoeurmavie.ca pour en apprendre davantage. Gracieuseté de 2 des compagnies de recherche pharmaceutiques les plus réputées au Canada. Bon, on va avoir tout un mois de novembre, on dirait bien. Eh oui, c'est l'événement novembre foudroyant avec Elix. Ah ouais? Ah oui, avec des offres électrisantes comme l'Internet sans illimité à seulement 65 $ par mois et plein d'autres offres durant tout le mois de novembre. Certaines conditions s'appliquent. Vidéotron. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté. Martineau. Alors Mathieu, il y a des courses à relais et là, c'est la chronique à relais. Tiens, parce que je viens tout juste de discuter avec Joseph Facal du Parti libéral du Québec et de la CAQ et je voudrais continuer cette conversation-là avec toi et la reprendre là où Joseph l'a laissé il y a quelques minutes de ça. Donc, mon cher Mathieu, Joseph disait rarement dans l'histoire du Québec, on a eu un gouvernement avec tant un tel taux de popularité. Il a la population derrière lui, M. Legault, et il utilise ça pour gérer en pépère, alors qu'il aurait le pouvoir de nous amener vers le large, de nous amener vers l'aventure, d'avoir de l'audace. Non, il gère en pépère et Joseph était très déçu de ça. J'imagine que tu partages sa déception. Oui, en fait, ce qui est assez triste en ce moment, c'est que la CAQ aurait les moyens d'accomplir de grandes choses. François Legault a un capital politique comme on l'a rarement vu dans l'histoire du Québec. J'allais dire l'histoire récente, mais en fait, c'est l'histoire du Québec dans son ensemble. Il aurait les moyens, s'il le voulait, d'enclencher, je lui demande même pas de faire l'indépendance, ça c'est pas, pour son parti s'est constitué autour du refus de l'affaire. Mais il pourrait faire le cégep français. Il pourrait baisser très significativement les seuils d'immigration. Il pourrait avoir une politique d'affirmation nationale beaucoup plus forte. Il pourrait tout ça et il n'en fait rien. Et il y a quelque chose d'un peu triste parce que 10 ans après la fondation de la CAQ, la CAQ c'est beaucoup parlé de ses exploits. Ça fait 10 ans, on a pris le pouvoir, on a une connexion remarquable avec les Québécois, c'est vrai. Mais il faut faire quelque chose du pouvoir qu'on a. Sinon, on gaspille une occasion historique. Et la CAQ est en train de gaspiller, je crois, une des dernières occasions du Québec français, du Québec francophone, pour prendre en main ses destinées. Et au final, quand on voit l'évolution démographique du Québec, on voit bien que la prochaine étape, donc c'est comme ça, c'est la perte de pouvoir politique des francophones sur eux-mêmes. Ce que disait, soit dit en passant, Régis Labaume, sans s'en désoler, lui, il trouvait que ça semblait aller de soi dans sa tournée de départ lorsqu'il a quitté la mairie. Mais aujourd'hui, la CAQ pourrait, s'il le voulait, avec le pouvoir qu'elle sien, puis surtout François Legault, pourrait marquer l'histoire du Québec. Il se contente d'une forme de nationalisme tranquille, rhétorique, défensif, sans trop d'allant, sans trop d'envergure. Il y a quelque chose là-dedans qui m'échappe. Est-ce que c'est une question, est-ce que c'est M. Legault qui lui-même n'est pas porté vers ça? Est-ce qu'il considère que son parti éclaterait s'il se permettait quelques audaces nationales? Mais ce qui est certain, c'est qu'il est en train de gâcher une conjoncture historique exceptionnelle. Oui, parce que il y a une fenêtre d'opportunité et cette fenêtre-là n'existera pas ad vitam aeternam. À un moment donné, il va manquer de gaz un peu. Le gouvernement Legault sera moins populaire. Une fois la pandémie derrière nous, on va se retrouver peut-être avec des oppositions un peu plus corsées, etc. Donc, la fenêtre d'opportunité, elle est là. Et la question que je pose à Joseph et que je te pose, c'est que si François Legault ne les fait pas, ces réformes en profondeur-là, mais qui d'autre va pouvoir les faire? Non, mais voilà, c'est le drame en ce moment, c'est que la CAQ est hégémonique et les 3 partis d'opposition sont dispersés. Donc, le Parti libéral ne s'effondre. Chez les francophones, le Parti libéral est un misérable tiers-parti. Mais à cause de l'appui soviétique, monolithique qu'il a chez les anglophones et des populations issues d'immigration, il ne risque pas l'effondrement.
Québec solidaire est un parti progressiste d'abord, apparemment souverainiste aussi, mais on comprend que c'est pas dans le cœur du parti aujourd'hui, mais c'est un parti qui est contenu à l'opposition. C'est le parti des urbains progressistes évolués, revendiqués, un peu woke, bon, parfait. Mais cela dit, c'est un parti qui ne peut pas prendre le pouvoir à tout moment à court terme, à moyen terme. Puis quant au Parti québécois, je lui souhaite de renaître, mais disons qu'il est dans une situation structurellement difficile, pour le dire d'un euphémisme. Donc la CAQ a un monopole de la définition de la situation. Et elle n'en fait rien. On le voit, la résistance de François Legault, quand c'est rendu qu'une partie de son parti, une aile de la CAQ plaide pour le cégep français. Puis lui s'y oppose, puis les réponses qu'il apporte à ça pour fonder son refus témoignent d'une mauvaise compréhension de la question linguistique. Ça, c'est assez inquiétant, parce que voilà un homme de chiffres, voilà un homme qui aime avoir des dossiers devant lui. Il a les chiffres devant lui. Il comprend que, fondamentalement, la socialisation, la francisation s'opère en bonne partie au cégep. J'ajoute que c'est un homme qui voit aussi que l'immigration massive contribue à notre anglicisation. Et il ne fait rien de tout ça. Et à l'échelle de l'histoire, François Legault, puis moi, c'est la question que je me posais dans la chronique d'aujourd'hui, il y a deux lectures possibles. La première, qui est la lecture généreuse, c'est-à-dire que la CAQ, c'est le début d'une réaffirmation nationaliste au Québec, qui au début est tranquille, mais ira plus loin. C'est possible. Mais l'autre option me semble plus convaincante, hélas, c'est que la CAQ, c'est peut-être aussi le parti de ce que j'appelle le mourir dans la dignité collective. C'est-à-dire, on enrobe notre décomposition dans le langage de la fierté, mais dans les faits, la CAQ nous permet... Donc, chez les libéraux, c'est le suicide ou la disparition dans l'humiliation. Alors que la CAQ, c'est non, ça va bien, on est fiers, on est bon, on est fiers, on est bon. C'est comme, en fait, donc c'est les soins palliatifs, là. Oui, c'est le parti des soins palliatifs, mais la musique est douce. Et on nous offre nos friandises préférées. Et puis on nous donne un peu de sucre. Et sur le fond des choses, la réalité, c'est la décomposition. Mathieu, on dit, puis j'ai écrit là-dessus, là, comme quoi François Legault est à l'image du Québec. Là. C'est vraiment, il représente parfaitement le Québec, il est au même diapason. Il dit, je vais être prudent parce que je sens que les Québécois sont prudents. Est-ce que c'est une mauvaise lecture de sa part? Est-ce que les Québécois sont beaucoup plus courageux qu'ils le croient? Je pense pas que les Québécois en eux-mêmes sont d'ardents militants. Je dis que c'est le rôle d'un chef, quelquefois, de prendre des initiatives fortes pour son peuple. Je veux dire, un homme politique serait simplement dans la conservation tranquille des humeurs du présent. Finalement, il se laisse ensevelir par la poussière. Donc là, il y a quelquefois, il faut être capable de prendre des décisions fortes. Et je ne dis pas des décisions révolutionnaires. Mais si François Legault sait, au fond de lui-même, que c'est l'existence même de notre peuple qui est en question aujourd'hui. Mais s'il le sait, il doit utiliser sa position privilégiée, exceptionnelle, à la fois dans notre société et dans l'histoire du Québec, pour dire aux Québécois, voilà, j'ai vu où on en est. Moi, j'imagine la scène. Ça n'arrivera pas comme ça, mais j'imagine la scène. François Legault qui demande les ondes pendant 15 minutes, ou 20 minutes, puis il fait un discours en disant, bon, on sort de la pandémie, la grande question qui se pose aujourd'hui, c'est celle du français, puis à travers celle du français, c'est notre existence comme peuple. J'ai des chiffres devant moi, je vois la tendance qui se dégage devant moi, je vois le sort qui nous est réservé en ce moment, il nous faut prendre des grandes mesures pour assurer notre survie comme peuple, et voilà pourquoi ce serait la grande question de la fin de mon mandat et du mandat suivant. Mais Mathieu, toi et moi, on rêve d'un homme d'État. Mais peut-être qu'il n'est qu'un politicien. Et toi qui as une bonne mémoire, une très bonne connaissance de l'histoire, est-ce que c'est arrivé qu'un politicien, face aux événements, se révèle soudainement un homme d'État, mais même se surprenant lui-même? Est-ce que c'est arrivé? Moi, je pense que oui, je pense que oui. C'est-à-dire que les circonstances, quelquefois, en fait, c'est une question de point de vue. Mais pense à ce qu'était Churchill avant la Deuxième Guerre mondiale. On le présentait comme une espèce de bulldog abattu. On le présentait comme une éponge à whisky. On avait de lui, à peu près, c'était un homme fini. C'est un homme exceptionnel. Un vire-capot aussi. Mais oui, absolument. C'était le vire-capot fini imbibé de whisky. Tu sais, il y a mieux comme destin. Bon, les circonstances ont voulu qu'il soit à la hauteur du destin. Puis Churchill, on se rappelle aujourd'hui, non pas de ses années difficiles, mais on se rappelle de son rôle exceptionnel. Donc, je pense que quelquefois, les circonstances peuvent... Dans le cas de M. Legault, c'est pas ça l'affaire. M. Legault, c'est un homme tranquille. C'est un homme qui est pragmatique, pondéré. Mais là, la question est de savoir si les circonstances peuvent faire naître en lui quelque chose d'autre. Et moi, c'est ce que j'appelle le sentiment de la survie du peuple québécois. Est-ce que ça peut le traverser? Est-ce que ça peut l'habiter? Est-ce qu'il peut se dire,
c'est fondamental ce qui se passe en ce moment. Je viens de comprendre, là, dans 50 ans, là, on sera plus là. On sera plus là comme peuple. On va être chassé de Montréal, on va être chassé de Laval, on aura perdu le contrôle de la vie économique, de la métropole, on sera dans la survie culturelle agonisante. Mais... Il ne peut pas ne pas le savoir. Alors là, il faut agir. Mais les circonstances, quelquefois, peuvent transformer un homme. Ça, je pense que l'histoire l'a prouvé de bien des manières. Et, tu sais, il y a certains hommes qui sont prédisposés à de grands destins. Jacques Parizeau en était un, le général de Gaulle en était un autre, on peut en trouver d'autres. Mais quelquefois, les circonstances poussent. Lech Walesa, par exemple, je pense que c'est un bel exemple. Oui. Lech Walesa, c'était un homme assez ordinaire, pour ne pas dire un peu bizarre, un peu loufoque. Puis les circonstances avec Solidarnosc lui ont permis de devenir l'homme qui a incarné véritablement la libération de la Pologne dans le cadre des années 80. Et c'est une figure assez importante. Puis ensuite, une fois que les circonstances ont disparu, il est redevenu l'homme un peu étrange et un peu louche qu'il avait toujours été. Bon, alors on a finalement un exemple en tête qui est pas si mal, je crois. Et on peut espérer qu'un homme qui est un homme de qualité comme François Legault soit capable d'aller jusqu'au bout de ses intuitions. Ou alors, sinon, comme je dis, ce sera l'homme qui nous aura tranquillement conduit avec un fanion. Il nous conduira vers la tombe avec un fanion sur le corbillard. Et la question à lui poser, M. Legault, qui vous voulez être? Est-ce que vous voulez être Jean Lesage ou vous voulez être Robert Bourassa? Qui vous voulez être? Oui, puis on pourrait lui demander, oui, mais absolument, on pourrait lui demander plus méchamment. Est-ce que vous voulez être Daniel Johnson ou Jean-Jacques Bertrand? Daniel Johnson père ou Jean-Jacques Bertrand? Donc, Daniel Johnson père, là, si Dieu lui avait prêté vie, comme on disait autrefois, il était dans une circonstance idéale pour permettre au Québec d'aboutir. C'est un homme qui était... En fait, c'est un bon exemple. Daniel Johnson père, là, jusqu'à l'élection de 66, là, c'est Danny Boy. C'est un petit gars ordinaire. Il impressionne personne. Puis les circonstances, la prise du pouvoir en 66, il se hisse à la hauteur de l'histoire, de la Révolution tranquille. Il y a la rencontre avec le général de Gaulle, tout ça. Puis il devient finalement un homme qui allait devenir un grand homme. La maladie, elle l'a fauché, hélas. Et là, il y a l'autre version, c'est Jean-Jacques Bertrand. Celui qui avait du talent, mais qui finalement a enterré son parti. Dans ce cas-là, c'est pas enterré son parti de M. Legault, c'est enterré son peuple. Mais parce qu'il n'aura pas été à la hauteur des circonstances, puis il n'aura pas compris. C'était la question du Bill 63 en 1969. Le Bill 63, c'est la loi qui consacre le libre choix scolaire, donc l'équivalent de l'école française et anglaise. Ce que fait François Legault aujourd'hui sur la question du cégep, il permet, c'est le Bill 63 du cégep qui nous fait aujourd'hui François Legault. Et là, c'est dramatique parce que cet homme qui pourrait être Daniel Johnson pourrait n'être que Jean-Jacques Bertrand. Je ne peux pas croire qu'il consentirait à une telle démotion symbolique. Et Brian Mulroney aurait pu devenir un homme d'État très important. Il a été pour son combat là, pour l'Afrique du Sud, entre autres, là. Mais si Mitch avait passé, il aurait eu sa place dans l'histoire. Absolument. C'est pour ça que tout ça est une question de jeu, et ainsi de suite. Mais oui, si on veut mais je me permets d'y revenir, la chance à faire comparaison, c'est que quand François Legault se regarde dans le miroir, est-ce qu'il va être Daniel Johnson père ou Jean-Jacques Bertrand? Ça, là, c'est la question qui doit se poser. Je pense qu'à l'échelle de notre histoire, ça veut dire beaucoup de choses, cette alternative. Tout à fait. Très intéressant. Un regard très intéressant. Merci beaucoup d'avoir participé à cette chronique à relais. Tiens, Mathieu Bock-Côté, on se reparle demain. Bonne journée. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté, Martineau. Alors, cher Mathieu, je sais que tu veux parler du Parti libéral du Québec, mais avant tout, j'aimerais qu'on revienne sur les propos hallucinants. D'ailleurs, on peut voir la vidéo. Je l'ai mis sur ma page Facebook et toi aussi, j'imagine, une camarade de Jean-Luc Mélenchon, cette figure de proue de la gauche radicale en France, qui, sur un plateau de télé, critique Éric Zemmour. Elle dit que ses propos sur l'immigration, entre autres, nous empêchent, et là, je la cite, j'ouvre les guillemets, de nous réconcilier avec les terroristes. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, en fait, je te donne le contexte un peu plus large. C'était évidemment la commémoration du 13 novembre, donc les attentats du 13 novembre. Et il y avait une question qui se posait à l'époque, en 2015. C'est-à-dire, c'était au moment de la grande vague de migrants qui apparemment venaient de la Syrie, bien qu'après coup, on a appris qu'un tiers seulement en provenait. Plusieurs avaient dit à l'époque, parmi ces migrants, il va y avoir des terroristes infiltrés de l'État islamique qui vont chercher à mettre le feu en Europe. Bon. À l'époque, on avait assimilé à l'extrême droite, comme d'habitude, ceux qui s'inquiétaient de cela.
Et là, qu'est-ce qu'on fait? On sait que certains d'entre eux ont participé aux attentats du 13 novembre. François Hollande, l'ancien président de la République française, a dit oui, il y avait un risque dans le fait, mais c'est un risque, en gros, c'est un risque qu'on pouvait prendre, qu'il y ait on savait que c'était possible qu'il y ait des terroristes parmi les migrants, alors qu'on disait le contraire à l'époque. Et Zemmour dit, le président François Hollande a pris le risque de faire mourir des Français pour accueillir à tout prix les migrants qu'il voulait accueillir en France. Donc ça, c'est le propos de base. Raquel Garrido, qui est associée à la France Insoumise, donc par une gauche radicale, dit les propos d'Éric Zemmour nous empêchent de nous réconcilier avec les terroristes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Elle nous parle d'un processus de réconciliation avec les terroristes. Et là, ce qui est fascinant, c'est que, c'est une question que j'ai posée, que j'ai fait mon édito avant-hier, un de mes 2 éditos à CNews sur ça avant-hier. Raquel Garrido, est-ce qu'elle serait prête à se réconcilier avec Éric Zemmour? Non, Éric Zemmour, c'est la figure du mal incarné, c'est la figure, on ne peut en dire que du mal, comme on dit à l'AFP, c'est le polémiste d'extrême droite, pour reprendre la forme classique, c'est l'incarnation apparemment du discours haineux, mais se réconcilier avec des massacreurs, des assassins, des fusilleurs, des gens qui ont mis des bombes, des gens qui ont assassiné ce soir-là un nombre tout à fait significatif de Français, eh bien ça, c'est nécessaire. Donc moi, je n'ai pas pu m'empêcher d'y voir ce vieux réflexe de la gauche pacifiste qui, finalement, préfère diaboliser ceux qui disent que la guerre s'en vient plutôt que d'assumer le conflit lorsqu'il se présente à soi, c'est-à-dire avant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait ceux qui disaient « Ah là là, les esprits belliqueux veulent la guerre avec l'Allemagne, nous on veut la paix. » Ils répondaient un instant, on a une situation conflictuelle et si on mène pas la guerre maintenant, on est condamné à la perdre. C'est ceux qui, au moment de la guerre froide, disaient mieux vaut better red than dead, et puis mieux vaut faire la paix avec l'Est et ainsi de suite. Et puis là, Mitterrand avait cette réplique géniale où il disait les missiles sont à l'Est et les pacifistes sont à l'Ouest. Mais aujourd'hui, devant l'islam radical, ceux qui veulent mener la bataille contre les islamistes, eh bien, ils sont finalement ceux qui empêchent de se réconcilier en paix. C'est quand même fascinant tout ça. Mais lorsqu'elle a dit ça, d'ailleurs, cette dame-là qui a vécu à Montréal quelques années, Christian Rioux me disait ça hier. Donc, cette dame-là, elle est habituée de parler. C'est pas une distraction. Elle s'est pas trompée dans le choix de mots. Elle a bien dit se réconcilier avec les terroristes. C'est hallucinant, là. Oh, on a perdu Mathieu Bock-Côté, mais allez voir sur ma page Facebook, j'ai mis cette vidéo-là qui fait halluciner tout le monde. Donc, souvent, on critique les dérapages de la droite dans les mots. On critique entre autres des gens comme Éric Zemmour en disant il dérape solide avec son emploi de mots. Mais je m'excuse, mais il y a des dérapages aussi assez solides qui se font du côté de la gauche, là. Quand on dit là, il faut se réconcilier avec les terroristes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi, se réconcilier avec les terroristes? Est-ce que eux se réconcilient avec la société occidentale? Est-ce que eux se réconcilient avec nos valeurs? Et cette femme-là qui veut pas parler à Éric Zemmour, elle veut pas se réconcilier avec Éric Zemmour, mais elle veut se réconcilier avec des gens qui sont rentrés dans une salle de spectacle et qui ont tué 130 jeunes. Donc, Mathieu, est-ce que c'est un mauvais choix de mots? C'est un lapsus ou quoi? Non, pour moi, en fait, c'est que c'est une formule qui dévoile en fait l'état d'esprit de cette gauche radicale, qui, au fond d'elle-même, elle l'a toujours dit, quand il y a de la violence dans les banlieues, quand il y a des agressions, tout ça, n'est jamais loin d'avoir une forme d'excuse sociologique. En disant, oui, mais c'est parce que notre société est violente à leur endroit, elle est injuste, elle est cruelle à leur endroit, qu'il y a une forme de révolte qui s'exprime par la violence, par la délinquance et tout ça, dans sa forme extrême, par la tentation du terrorisme. Je me souviens avoir entendu, à Montréal même, lorsque je débattais avec des gens dont le nom m'échappe heureusement pour l'instant, me dire qu'il fallait pour comprendre que le 13 novembre, les attentats en France, c'était pas sans lien avec l'exclusion sociale des musulmans en France, apparemment. Ah bon? Ah bon? Donc, je l'ai déjà entendu chez nous, ça. Donc, c'est un discours qui est très présent dans une certaine gauche, dans le parti multiculturaliste hard, disons ça comme ça, et qui considère finalement que vouloir se défendre devant l'agresseur l'islamiste, eh bien, c'est être soi-même un agresseur. Et puis celui qui refuse, appelons ça la paix capitularde, est quelqu'un qui vient troubler
qui vient finalement troubler notre paresse mentale, notre paresse civique. Donc, c'est assez fascinant ce qui s'est passé dans cette petite séquence médiatique. Évidemment, puisque la dame est associée à la gauche radicale, on a voulu y voir une maladresse excusable pour peu qu'elle s'amende un peu. Si n'importe qui d'autre dans la vie politique avait tenu un tel propos, là, on aurait des marches, là, puis on dénoncerait violemment le propos inacceptable. Mais selon le camp auquel on appartient, on a le droit de faire des mini-dérapages ou ça devient des gros dérapages. Ben ouais, on a l'indignation à géométrie variable. Tu veux parler du Parti libéral du Québec? Dominique Anglade se demande quoi faire avec son parti. Un de ses problèmes, c'est qu'il existe déjà un Parti libéral au Québec, ça s'appelle la CAQ. Non? Oui, oui, on pourrait dire ça comme ça. C'est le Parti libéral de Robert Bourassa. Oui. Mais non, c'est que j'ai lu, comme tout le monde, dans l'article du Devoir il y a quelques jours, et pour moi, c'est que c'est révélateur. On trouve au Parti libéral en ce moment des gens qui considèrent que Mme Anglade n'est pas suffisamment fédéraliste. Mme Anglade serait trop portée vers le nationalisme à l'endroit des francophones. Et là, on se dit, mais où ces gens habitent-ils? Sur quelle planète? Dans quelle galaxie? Peut-être dans un autre univers. Et là, c'est qu'on voit que dans ce cas-là, quelqu'un qui reproche en ce moment au PLQ d'être insuffisamment fédéraliste et d'être finalement trop nationaliste, c'est quelqu'un qui conteste tout simplement la légitimité de l'existence du peuple québécois. C'est quelqu'un qui considère que les Québécois sont de trop en leur pays, que les Québécois sont de trop tout simplement. Et ce discours-là, donc le Parti libéral qui est pris dans cette situation où il y a droit à un appui soviétique, monolithique, chez les anglophones et dans les communautés issues d'immigration pour l'essentiel. Là, il y a des scores exceptionnels, mais pour l'instant, il ne parvient pas à en sortir. Et là, il est à 8%, non, 9 ou 10% chez les francophones. La question, c'est comment pourrait-il, à terme, à moyen terme, on peut dire que le Parti libéral mise sur l'immigration massive pour trouver la base électorale qui lui manque en ce moment. Ça, on l'aura compris. C'est pas très surprenant. Il a déjà transformé le West Island le Laval en extension politique de West Island. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Eh bien, on a un Parti libéral qui a besoin quand même des francophones pour une élection ou deux ou trois, disons ça comme ça. Mais le simple fait de tenir compte des intérêts des francophones est vu comme hérétique dans ce parti. Alors là, on voit véritablement à quel point c'est la contradiction infernale dans laquelle est enfermée Dominique Anglade. Pour peu qu'elle veuille aller vers les francophones, son parti la rappelle à l'ordre en disant c'est pas comme ça que ça va marcher. Mais et là, on a envie de leur dire, vous savez que 70% des Québécois sont favorables à la loi sur la laïcité, puis chez les francophones, c'est encore plus élevé. Alors, comment ces gens-là peuvent-ils croire que c'est en étant ultra, méga, giga fédéraliste, et puis anti-identitaire, et puis anti-loi 101, tout ça, qu'ils vont être capables de gagner les Québécois? Manifestement, on est dans deux mondes parallèles. C'est deux mondes qui sont tellement incapables de communiquer sur la même réalité. Mais quand des libéraux disent de Dominique Anglade qu'elle n'est pas assez canadienne, c'est que quoi, on s'ennuie de l'ère de Philippe Couillard? Ben, manifestement, on a envie de demander, mais qu'est-ce qu'ils veulent de plus, là? Qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Qu'elle signe la Constitution tout de suite maintenant? Qu'elle s'oppose à la loi 101 en tant que telle? C'est quoi la prochaine étape de la fidélité canadienne en ce moment? C'est abolir le drapeau québécois? C'est assez intéressant quand même. Donc, on se retrouve devant un parti qui est pris, un peu comme QS à certains égards, qui est prisonnier de ses radicaux. C'est une base militante, c'est un courant qui ne connecte pas au courant majoritaire québécois, au courant majoritaire francophone. Et je vois pas ce qu'on pourrait demander de plus. Sinon, comme j'ai la nostalgie de Philippe Couillard, qui considérait que la moindre marque d'affirmation nationale québécoise relevait déjà des braises de l'intolérance. Peut-être sont-ils nostalgiques de Philippe Couillard. Peut-être faudrait-il leur rappeler que Philippe Couillard a été quand même assez sévèrement rejeté par des Québécois. Écoute, en terminant, je veux te le dire à toi, puis j'en ai parlé à Gilles Proulx tantôt, et j'en parlais en début d'émission. Il y a une lettre au lecteur dans le National Post aujourd'hui qui affirme que Michael Rousseau a été victime du fascisme pur laine québécois et que la seule réponse à donner aux Québécois, et la lettre se termine comme ça, dans le National Post, c'est écrit « Mange de la marde ». Bon, j'avais pas vu passer, mais ça nous montre encore une fois la redoutable subtilité du National Post, et ça nous montre à quel point le Canada anglais, ce Canada anglais-là, tout au moins, est absolument incapable de comprendre jusqu'à la légitimité de nos revendications nationales. Mais ne soyons pas surpris. Les Québécois se sont contés une histoire en se faisant croire que fondamentalement le Canada anglais les acceptait, puis donc nos vieux conflits linguistiques étaient disparus, la question nationale n'existait plus. On a décidé qu'elle n'existait plus en détournant le visage de la réalité. Mais le fait est que lorsqu'on s'indigne du fait que quelqu'un nous dise que c'est à notre honneur de ne pas pouvoir parler de notre langue à Montréal, puis qu'on se choque un peu contre ça, ben ça nous vaut donc mange la chenoute. Oui. Bon,
Démonstration, épreuve 3 459 000 que le Québec et le Canada ne sont pas le même peuple, c'est pas la même nation, on devrait se séparer de ce pays-là. Mais bon, j'ai l'impression qu'on peut ajouter 5 millions de preuves encore, puis on va encore rigoler. Merci Mathieu, à demain. Bye. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté, Martineau. Ah, Mathieu, tu me fais plaisir. Là, tu veux parler du pronom yel qui se retrouve dans le Petit Robert. Yel, Yol, Yul, et ainsi de suite. Il y en a quand même plusieurs. Alors non, ça vient de percer, en fait, ça fait grande querelle. En France, je crois que chez nous, hélas, on est un peu plus perméable à ce type d'innovation linguistique. Donc, le Robert, qui met à jour chaque année la liste de mots qu'il intègre au dictionnaire, quelques-uns partent aussi, a intégré le fameux Yel, qui est le pronom... on connaît la nouvelle manie aujourd'hui de dire il faut des pronoms associés à la possibilité d'être délivré de l'identité de genre, à la non-binarité, à l'identité fluide, à l'identité trans, et ainsi de suite. Donc, il faudrait un nouveau pronom et Yel permettrait de nommer au-delà du masculin et du féminin, tout comme on a inventé aussi celeux pour remplacer celles et ceux, et ainsi de suite. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la réaction très vive que ça suscite ici. Un député a écrit à l'Académie française pour s'en inquiéter. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, en a dit grand mal. Et il y a une forme de résistance naturelle des Français par rapport à ça, mais ça perce. Et pourquoi ça perce? Parce que cette vision de l'écriture inclusive, comme on nous présente ça, doit-on comprendre que la langue française jusqu'à présent c'était l'écriture exclusive, mais qu'importe. Elle repose sur une conception paranoïaque de la langue qui consisterait à dire que la langue française contient et structuré autour d'un système discriminatoire généralisé à l'endroit des minorités, toujours la même grille d'analyse qui est plaquée partout. Et il faudrait désormais visibiliser les catégories invisibilisées par la langue française. Donc, non seulement les femmes, donc on va nous dire, il faut dire toujours celles et ceux, celles et ceux, celles et ceux. Et l'idée que le masculin l'emporte, qui est un masculin neutre pourtant, eh bien, ça passe désormais pour une manifestation de sexisme ou d'esprit patriarcal dans la langue. Mais pour les non-binaires, comme on dit, et autres les variétés d'identité de genre aujourd'hui, pour faire apparaître la non-binarité, il faudrait faire apparaître des nouveaux mots, et ainsi de suite. Le problème, parce c'est un problème vaste, c'est que ça déstructure fondamentalement les règles de la langue. C'est-à-dire que la langue française a ses propres règles. C'est un système d'apprentissage. Ça a ses règles de grammaire, ça a ses règles d'orthographe, ça a ses règles de conjugaison, ça tout ça. Et là, ça vient déstructurer la langue. J'ajouterais que ça vient l'enlaidir à l'écrit, c'est le moins qu'on peut se dire. Et plus important encore, nous dit Jean-Michel Blanquer, avec raison, eh bien, il nous dit, quand la chose première à faire, c'est de consolider l'apprentissage des savoirs fondamentaux à l'école. Or, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, si l'écriture inclusive impose des codes ici et là, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est tout simplement que la possibilité même d'apprendre la langue dans les premières années va être compromise par ces innovations idéologiques. Donc, faut voir ça dans une vision d'ensemble. Ça repose sur une vision fantasmée, paranoïaque d'une langue qui serait sexiste et discriminatoire. Ça nous dit que si on veut vraiment lutter contre le sexisme et la transphobie, il faut déconstruire des catégories premières qui structurent la langue parce qu'elles serviraient à oppresser jusque dans les plis intimes de la conscience et du langage les minorités. Il faut donc rééduquer la langue, puis ensuite on sait comment ça s'applique socialement. C'est-à-dire, c'est assez fascinant de voir comment c'est une forme de pression sociale très forte autour de cette fameuse écriture inclusive. Donc, quand dans un milieu, quelqu'un commence à l'utiliser, eh bien, ceux qui n'acceptent pas de l'utiliser sont vite identifiés comme des esprits réactionnaires, des esprits réfractaires, des conservateurs de droite qui sont de mauvaise réputation. Quand dans une entreprise, il y a un atelier qui s'impose d'écriture inclusive, eh bien, celui qui ne veut pas y participer, s'il n'est pas obligatoire, eh bien, il va penser, ah oui, donc vous êtes hostile à l'idée de travailler à une langue plus représentative et plus ouverte et plus inclusive. Quand dans une classe, ça, on va le voir de plus en plus, quand un professeur va remettre un plan de cours qui va être en français standard et non pas en écriture inclusive, eh bien, il suffit d'un ou deux étudiants qui le dénoncent en disant qu'il ne tient pas compte des yel et des yel et des celeux et ainsi de suite, pour eh bien le présenter comme sexiste et transphobe et ainsi de suite. Donc c'est loin d'être un détail, cette question de l'écriture inclusive. Ça témoigne d'une prise de contrôle de la langue par une idéologie qui est ce que j'appelle moi l'idéologie diversitaire, le néo-féminisme radical, une conception très radicalisée du militantisme trans, puis à travers tout ça, la langue devient incompréhensible et pourtant cette mode-là s'impose à plusieurs, même si privément ils s'en désolent.
Mathieu, l'idée derrière un dictionnaire, l'idée principale, c'est une chose existe, donc nous allons la nommer. Là, c'est l'inverse. On va la nommer, donc cette chose va exister. Exactement. C'est-à-dire, on inverse le rôle du dictionnaire. Normalement, le dictionnaire, le Robert, d'ailleurs, utilise l'idée de l'usage. C'est l'usage qui consacre à l'entrée dans le dictionnaire. Mais là, le dictionnaire est transformé ici en place forte symbolique. C'est-à-dire que ça devient une forteresse symbolique dont on doit s'emparer pour être capable d'imposer des nouveaux codes idéologiques. Et là, de plusieurs observateurs l'ont noté avec raison, les yel et les yel dans l'écrit, là, ça n'existe que dans les textes militants. Alors, à la rigueur, on dirait que ça existe sur les manières de s'identifier sur les réseaux sociaux, mais c'est encore une fois un langage très crypté, très militant, presque groupusculaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'une idéologie radicale et très minoritaire est capable minoritaire dans la population, mais très présente dans les médias, il faut le dire, s'empare aujourd'hui du dictionnaire et en fait un espace de légitimation. Mais comme plusieurs le notent, cette question du langage et du vocabulaire va bien au-delà. Par exemple, on va quelquequefois inventer des nouveaux mots. Moi, un de mes préférés, c'est le fameux cisgenre. C'est-à-dire qu'on va nous dire quelqu'un dont le sexe est en adéquation, l'identité de genre est en adéquation avec le sexe. Normalement, c'est juste la normalité dans l'histoire. Et bien maintenant, ce n'est qu'une option parmi d'autres, c'est le cisgenre. Donc, qui se définit par rapport à d'autres options et ainsi de suite, d'autres options de genre. Ou encore, inversement, on va imposer des concepts et des mots, plutôt on va bannir des concepts et des mots pour que la réalité à laquelle ils font référence ne soit plus mentionnable d'une manière ou de l'autre. Donc, une forme d'orwellisation du langage. C'est vraiment la novlangue qui s'impose à nous à travers tout cela. Et ceux qui ne voient pas que derrière, c'est pas une pure question de technique grammaticale. À travers ça, c'est vraiment des nouveaux codes idéologiques qui s'imposent pour distinguer ceux qui se soumettent à l'idéologie dominante et ceux qui y résistent. Et on sait le sort réservé à ceux qui ne sont pas d'accord avec l'idéologie dominante. OK, mais grammaticalement, là, on s'organise comment? Par exemple, il y a une personne non-binaire qui entre dans mon studio. J'écris « Yel est arrivé ». Arrivé, E accent aigu, arrivé, E accent aigu, E, arrivé, E accent aigu, parenthèse, E, ferme la parenthèse. Comment je conjugue ça? Tu pensais avoir des problèmes, je vais t'en présenter du nouveau. Okay. Alors, il y a Yel, mais il y a Yel. Alors, à partir du moment où on avait congédié le masculin et le féminin, pourquoi, dès lors, faut-il réintroduire le masculin et le féminin dans les nouveaux pronoms? C'est quand même étrange, ça. C'est étonnant. Et là, ce qu'on va voir, ce qui est fascinant, c'est de voir sur les réseaux sociaux cette manie-là. D'ailleurs, en passant, ça s'est répandu. Sadiq Khan, le maire de Londres, la vice-présidente américaine Kamala Harris, ont intégré aussi leurs pronoms désormais sur leur biographie Twitter. C'est assez intéressant, cette idée-là. C'est-à-dire, c'est une idéologie qui se normalise et ce serait apparemment un code de politesse aujourd'hui que de préciser ses pronoms. Alors, on va dire i, im, chieur, chieur. Il y a différentes yel, yol. Tous ces termes-là sont utilisés. Et là, il faut apparemment, c'est une forme de politesse que de préciser son prénom. Pourquoi? Parce qu'il faudrait surtout pas mégenrer quelqu'un en lui supposant qu'il a une identité de genre autre que celle à laquelle il s'identifie. Alors ça, moi, la politesse, moi, j'ai pas de souci. Si quelqu'un me dit, veux-tu m'appeler de cette manière? Il n'y a pas de souci, moi je me battrai pas avec une personne sur ça. Mais on peut quand même présupposer qu'en général, en société, les hommes et les femmes existent encore. Et on peut présupposer que ça structure encore le langage et le vocabulaire. Et on peut croire que la langue n'a pas à s'adapter, dis-je, à toutes les revendications identitaires militantes qui percent d'une manière ou de l'autre. Mais justement, la langue aujourd'hui n'est plus capable de se défendre. Et là-dessus, moi qui aime le Québec passionnément, j'ai tendance à nous critiquer un peu parce que la plupart de ces innovations idéologiques-là passe davantage par le Québec que par la France. Ensuite, en France, ça arrive et ça résiste, mais chez nous, on a un côté très mou, très perméable, et ça finit par pénétrer notre langue. Et ça, franchement, il y a quelque chose... comment je pourrais dire ça? C'est une forme de... Ça nous rend notre propre français inintelligible. On est en train de se convertir en une forme de dialecte progressiste qui se réclame de l'inclusion, mais qui, dans les faits, devient tout simplement incompréhensible et inintelligible. Mais Mathieu, on s'en parle souvent. Pourquoi les figures en position d'autorité abdiquent et acceptent les demandes les plus loufoques de la part des militants? C'est pourquoi? Parce qu'ils ont peur de paraître vieux. Ils ont peur de peu être dans le jeu. Ils veulent montrer que malgré leurs cheveux gris et leur bedaine, ils sont encore in, ils sont encore dans le coup. C'est ça qui arrive avec le petit Robert. C'est une opération de marketing.
Mais il y a aussi, je pense, derrière ça, chez plusieurs qui s'y convertissent, une forme d'inculture. C'est-à-dire une forme d'inculture, ce sont des gens qui ne connaissent ni l'esprit de la langue, ni les codes de la langue, et qui cèdent à toutes les injonctions idéologiques. La peur d'avoir l'air de droite, c'est absolument, être de droite, c'est comme avoir une espèce de morsure définitive au bras qui ne partirait jamais, la trace à jamais commis d'un crime idéologique. Alors, il y a à travers tout cela une forme, je dirais, de peur, panique à l'idée de ne pas avoir une bonne réputation idéologique, mais qui se comprend. Pourquoi? Parce que le prix à payer pour afficher un désaccord avec les nouvelles innovations idéologiques, avec les nouveaux dogmes, le prix à payer est très réel. On l'a vu avec Jordan Peterson au Canada anglais. Imaginons un professeur qui ici refuserait d'écrire son plan de cours s'il y a une demande, et s'il refuse de l'écrire en yel et en yel et en yol et ainsi de suite. Eh bien, il va avoir de vrais soucis. Donc, le prix à payer est fort. Donc, pour résister à ça, il faut d'abord toute la force de caractère. Il faut du courage. Il faut une culture. Il faut connaître la langue. Il faut connaître, je dirais, la littérature. Il faut s'imaginer lire Balzac en écriture inclusive pour comprendre à quel point on est dans un délire. Et il faut s'imaginer lire Kessel en écriture inclusive pour se dire que d'un coup, c'est moins téméraire et courageux et aventurier et ça a moins de panache. Alors, comment peut-on imaginer le panache en écriture inclusive? Alors, on est dans une espèce de la faiblesse culturelle de nos sociétés, leur espèce de décomposition mentale qui fait en sorte qu'ils sont terrorisés à l'idée d'avoir mauvaise réputation. Ça fait en sorte qu'on se couche devant de telles revendications de groupes très minoritaires mais qui parviennent à imposer leurs normes à tout le monde. Il y a quelques années, pour les francs-tireurs, j'avais interviewé Raël et je l'avais appelé Claude Vorillon, qui est son vrai nom. Et il m'avait dit, non, vous devez m'appeler Raël. Et j'avais dit, je vais vous appeler Raël si vous m'appelez Batman. Et toute l'entrevue, il m'a appelé Batman. Donc, si quelqu'un me dit, tu dois utiliser Yel, je vais dire, à condition que tu m'appelles Boum Boum. Ben, tu sais, moi, j'avais répondu ça quand le gouvernement canadien avait donné comme consigne à ses fonctionnaires de ne pas dire monsieur ou madame pour ne pas prendre le risque de mégenrer des gens. Il avait demandé, il avait corrigé la chose en disant, d'accord, demander aux gens comment on veut qu'on les appelle. Donc moi, j'avais dit, mais c'est parfait, moi, appelez-moi Votre Majesté. Ou encore, Monseigneur. Je veux dire, si j'ai le droit de choisir comment on m'appelle, Monseigneur ou Votre Majesté, ça me plaît, je me reconnais. D'ailleurs, ça correspond à mon auto-définition de moi-même. Je me sens Monseigneur, donc voudriez-vous, s'il vous plaît, m'appeler ainsi. Et c'est à ce moment qu'on voit les limites de l'idéologie du ressenti dans les comportements sociaux, et on voit que si tout cela pénètre la langue française, eh bien, franchement, c'est que la langue française sera tout simplement dernière. Elle ne sera pas fécondée par tout cela, elle sera stérilisée par l'écriture inclusive. Merci, c'est toujours un privilège de parler avec sa sérénissime Mathieu Bock-Côté. Ça fait plaisir, cher Yel. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté, Martineau. Ah, Mathieu, que serait-on sans le devoir? Que serait-on sans le devoir, mon cher Mathieu? Alors, première page, tout débat est-il le bienvenu? Alors, j'ai lu cet article avec étonnement, pour ne pas dire stupéfaction, parce qu'on revient sur la controverse autour de Guy Nantel, de sa série. Et là, donc, Nantel a débattu avec des féministes qui, finalement, n'aiment pas avoir débattu avec lui. Pourquoi? Parce que l'une d'entre elles, Mme Lily Boisvert, dit, je sais pas qu'on a la liberté d'expression, virgule, mais, bon, d'accord, donc on y arrive. Eh bien, il y a des choses, on a simplement changé d'époque. On ne peut plus dire les choses ainsi. Faut arriver en son époque. Et notamment, elle considère que la critique, la remise en question des concepts de culture du viol et masculinité toxique, c'est à ce point inimaginable qu'on devrait tout simplement s'interdire d'aller là. Et c'est pas une question de liberté d'expression, c'est une question d'époque. Alors, il y a deux choses. La première, il est intéressant de voir que Mme Boisvert se prend pour l'époque. Alors, qu'est-ce que Mme Boisvert? Lily Boisvert, c'est l'époque. Et nous, je ne sais pas ce qu'on est exactement. Les Martineau, les Durocher, les Nantel, les Bock-Côté, les Bastien, les tant d'autres. Je dis que nous, on est hors époque, ou on est anti-époque, ou on est contre-époque, ou on est, je ne sais pas exactement, manifestement, on n'a pas le beau rôle. Alors, je constate donc que Mme Boisvert croit avoir un monopole sur la définition de l'époque. Et elle considère donc que les concepts qui, à mon avis, je m'excuse à l'avance de la décevoir ou de la chagriner.
des concepts aussi, à mon avis, des concepts sans aucun fondement intellectuel sérieux, sans aucune valeur sociologique, sans aucune crédibilité intellectuelle et théorique, comme culture du viol et masculinité toxique, eh bien, pour moi, ce sont des concepts qui sont sans valeur. Et on doit les critiquer. Et on ne doit surtout pas les laisser se normaliser dans le vocabulaire commun comme s'ils allaient de soi. Mais pour Mme Boisvert, qui, de ce point de vue, on voudrait occuper une fonction cléricale dans l'espace public et se présente comme l'interprète de l'époque, eh bien, on ne devrait pas aborder, avoir finalement la possibilité, je ne dis pas le droit, mais la possibilité de contester ces concepts-là. Tout comme d'autres nous disent, soit dit en passant, d'autres lieux, qu'on ne devrait pas contester le concept de racisme systémique parce qu'apparemment c'est un concept qui est scientifique dans leur esprit. Et là, donc, le devoir qui vient légitimer ça, normaliser ça en disant... Eh bien, c'est très bien, parce que est-ce que tout débat doit être mené? Autrement dit, certaines avancées sociétales, comme ils appellent ça, doivent être considérées comme une fois pour toutes gagnées, c'est établi, c'est résolu, et on ne doit plus pouvoir débattre de ce que le progrès aurait tranché. Je note, si tu me permets cette dernière observation, que c'était le même raisonnement qu'on appliquait en Union soviétique lorsqu'on considérait que certaines idées, certaines opinions ne devaient pas être débattues parce qu'elles étaient contre-révolutionnaires. La révolution marquait un avant et un après dans l'histoire de l'humanité. Et les propos qui étaient contre-révolutionnaires ne devaient pas être admis dans l'espace public et étaient même traités comme un désordre psychiatrique. Alors, comme quoi, il y a une forme de renouvellement des codes de la censure à gauche, dans cette censure progressiste, qui prétend ne pas être censure et qui s'appuie désormais sur le texte sacré, qui n'est plus Karl Marx, heureusement, mais qui est l'époque que Mme Boisvert croit pouvoir définir. Mais traditionnellement, le Devoir, c'était le journal des débats d'idées. Et là, en première page, le Devoir se demande, tout débat est-il le bienvenu? C'est hallucinant. Le Devoir est plus traditionnel. Traditionnellement, le Devoir, la tradition commence à être loin. Hein. Moi, je suis nostalgique du Devoir de Lise Bissonnette. Je pense que celui de Bernard Descoteaux, après coup, était meilleur qu'on le pensait. C'est un journal qui faisait son travail, même s'il était plus fade qu'avec Lise Bissonnette. Mais là, aujourd'hui, je dis pas qu'il n'y a pas des plumes de talent dans le Devoir, on en trouve. Mais il n'en demeure pas moins que la ligne générale, c'est un journal qui a trahi sa mission, qui a trahi ses origines, qui a trahi sa ligne éditoriale historique. Et aujourd'hui, puis je le dis pas par patriotisme journalistique, mais globalement, les points de vue les plus approfondis, les plus contradictoires aussi, on les retrouve davantage dans notre journal, le Journal de Montréal, qu'au Devoir, où on trouve encore des bons textes, il faut le dire, mais ils ne sont plus la norme. Le pluralisme intellectuel n'est plus le bienvenu. Et finalement, on nous dit, mais tout débat n'est pas bon à prendre. S'il contredit l'époque, eh ben, il faut s'en méfier. Et il faut applaudir l'initiative de Guy Nantel qui s'est dit, pour la sortie de son livre, je vais débattre avec des gens avec qui je ne suis pas d'accord et qui ne m'aiment probablement pas, mais on est capable, entre adultes consentants, de débattre et de discuter. Alors, il le fait finalement. En fait, il récolte ce qu'il a semé, c'est que Guy, quelque part, il était un peu naïf. Il croyait qu'on pouvait discuter avec ces gens-là, mais ces gens-là ne veulent pas discuter. Oui, mais on n'est plus... Ça, moi, c'est ma grande déception, c'est mon désenchantement. Moi, j'étais l'homme de ce que j'appelais l'éloge du conflit civilisé. Mais on se retrouve donc devant, aujourd'hui, une nouvelle gauche qui théorise la nécessité de ne pas débattre. Alors, comment fait-elle cela? En associant les discours qu'elle n'apprécie pas à des discours haineux, par exemple. Bon. Ou encore en expliquant que ce point de vue, là c'est l'argument du jour, est contre l'époque. C'est un argument qu'on utilise dans d'autres lieux en disant que c'est contre le sens de l'histoire. Hein. C'est-à-dire, l'histoire va dans un sens, et apparemment si vous n'êtes pas dans le bon sens, vous êtes à contresens, donc c'est pas nécessaire de débattre avec vous, puisque vos positions sont condamnées par le simple passage du temps. Hein, c'était l'argument, pourquoi la parité dans le gouvernement Trudeau, mais parce qu'on est en 2015. Ah bon? Puis en 2014, en 2016, donc il y avait... Et là, on a aussi cette idée qu'il ne faut pas accepter de normaliser ou de légitimer certains points de vue en débattant avec ceux qui les tiennent. Ça, c'est très important aujourd'hui. On va nous expliquer, un intellectuel français d'extrême gauche vient de signer ça, un texte sur ça, mais dans Mediapart. Lorsqu'il débat avec quelqu'un, il légitime la présence de l'autre comme interlocuteur. Il ne faut pas accepter la présence de l'autre comme interlocuteur parce que ça normaliserait son point de vue, ça donnerait son droit de citer dans la vie publique. Dès lors, il faut refuser de débattre. Donc là, il y a une forme de basculement idéologique qui s'opère à gauche aujourd'hui.
Auparavant, tout le monde faisait au moins semblant de vouloir débattre et croire à la vertu du débat, la vertu de la liberté d'expression. Aujourd'hui, on théorise la nécessaire censure, on théorise la nécessaire réduction de la liberté d'expression, parce que la liberté d'expression permettrait l'expression de propos qui vont contre ce qu'ils appellent l'évolution, l'épanouissement, l'émancipation. Oui, mais Mathieu, tu sais, se poser des questions sur les débats, par exemple, moi, je serais mal à l'aise s'il y avait, mettons, un débat. Est-ce qu'il y a vraiment eu de l'Holocauste? Est-ce qu'il y a vraiment eu l'extermination des Juifs? Donc, comme disait Jean-Luc Godard, écoute-moi, comme disait Jean-Luc Godard, la liberté d'expression, c'est pas 15 minutes aux nazis et 15 minutes aux Juifs. Je peux comprendre, mais c'est pas ça que Guy Nantel faisait, là. Mais évidemment, c'est pas, évidemment, vous faites toujours de quoi en disant, accepteriez-vous de débattre avec quelqu'un qui croit que la Terre est plate? OK, mais c'est pas de ça dont il est question ici, là. On parle pas de faits, on parle pas de l'Holocauste, on parle pas de la Terre plate, on parle pas de 2 plus 2 égale 4. On parle ici de thèses, de théories sociologiques, philosophiques, politiques, mais qui se présentent dans le langage soit de la factualité radicale, la masculinité toxique est un fait absolu, ou de l'absolu moral. Et on peut pas dire des choses comme ça, on va nous dire. Donc là, mais c'est encore une fois une volonté d'interdire, de s'approprier à partir de moments historiques ou de faits historiques ou d'exemples que tu as donnés, eh bien, on les applique à des cas où ça s'applique pas du tout, mais ça s'applique d'aucune manière. Donc, non, moi, je pense qu'il faut, en ces matières, être assez sévère, et même très sévère, je dirais, donc ne pas accepter cette instrumentalisation. Donc, tu faisais référence à la question de l'Holocauste. Évidemment, quelqu'un qui dit l'Holocauste, on débat pas avec cette personne-là. Ça va de soi, c'est inacceptable, une composition comme ça. Ou quelqu'un qui nie que la Terre est ronde. Donnons quelques exemples dans le même esprit. Et là, c'est pas de ça dont on parle de débats sur la nature de la cité, sur les différentes interprétations possibles de phénomènes sociaux. Et là, on va appliquer la même logique. Alors, je m'excuse, c'est pas comme ça que ça se pose. Et ces gens-là, au fond d'eux-mêmes, veulent, il y a une tentation autoritaire et ne tolèrent pas qu'on ne voit pas le monde comme eux et veulent prendre les moyens nécessaires pour faire taire leurs contradicteurs. Et Mathieu, là, on sait à Toronto, là, il y a cette femme prix Nobel 2018, elle luttait contre l'État islamique, elle voulait parler à des jeunes filles, finalement, bon, on a dit non parce que vous êtes islamophobe. Ça s'est ramassé jusqu'en France, dans le Figaro, on en parle. Écoute, on est en train de percevoir le Canada comme étant le pays le plus woke au monde, là. C'est ça, là. Pour ce qu'il est, le Canada, c'est la nation woke par excellence. En fait, c'est un pays qui s'est dénoyauté culturellement au début des années 80, avec la nouvelle Constitution, qui a renoncé à ce qu'on appelait les 2 peuples fondateurs, qui était ce qu'on pourrait appeler son identité historique, qui a décidé de se définir exclusivement au fil du temps par son adhésion à une conception assez étrange des droits de l'homme sous le signe du multiculturalisme. Cette philosophie-là, au début, c'était une technique de guerre contre le nationalisme québécois, mais ensuite, à partir des années 90, c'est devenu l'idéologie officielle du Canada. C'est devenu l'identité du Canada, ce multiculturalisme qui s'est ensuite radicalisé, et qui en est venu à dévorer tout ce qui pouvait rester de l'ancienne identité canadienne. Et c'est le seul dogme qui définit le Canada aujourd'hui. Donc, le Canada est reconnu pour ce qu'il est. Pour reprendre, je pense, la formule d'Eric Kaufmann, si je ne me trompe pas, the first woke nation. C'est la première nation woke à travers le monde. C'est le laboratoire du wokisme. Et qu'est-ce que c'est le patriotisme canadien? C'est un chauvinisme extrême. Ils n'arrêtent pas de se prendre pour le meilleur pays au monde, mais plus encore, ils se prennent pour le pays le plus avancé de l'humanité du monde. Donc, qu'est-ce que c'est le Canada à l'échelle de l'histoire dans leur esprit? C'est la prochaine étape dans l'histoire de l'humanité. Et nous aurions tous pour vocation de nous aligner sur les règles et les normes canadiennes. Donc non, à l'échelle du monde, le Canada passe pour ce qu'il est, un pays qui n'aime plus les libertés, qui n'aime plus la liberté. Et écoute, en terminant, là, je vais te dire où j'en suis dans ma réflexion sur les woke. Tu sais, ils se donnent, ces gens-là, un certain vernis intellectuel parce qu'ils se revendiquent de grands penseurs comme Foucault, Derrida, Deleuze, etc. Puis bon, ils semblent nous dire qu'ils sont à la fine pointe de la pensée intellectuelle, mais quand tu grattes un peu, t'as pas besoin de gratter longtemps, ces gens-là sont aussi bêtes que les antivax et les complotistes, aussi ignares qu'eux. Oui, non, je pense qu'effectivement, en fait, ce sont des complotistes à leur manière. Hein. Il y a ce grand complot patriarcal, ce grand complot raciste. Ils multiplient les grands complots imaginés en quelque sorte. Et qu'est-ce qu'on voit à travers ça? Eh bien, c'est une espèce de philosophie tout à fait primaire, tout à fait rudimentaire, qui ne connecte pas avec la réalité, puis qui est un phénomène sectaire. Et écoute, ton émission CNews demain on pourra regarder sur ta page Facebook. Qui tu reçois?
Alors, je reçois Franz-Olivier Gisbert, un écrivain, un journaliste que j'aime beaucoup, qui vient de publier un livre sur le général de Gaulle. Il vient de publier des mémoires aussi, en quelque sorte. Eh bien, là, ça va être une demi-heure d'entretien sur de Gaulle. Et à partir du dernier livre de Franz-Olivier Gisbert, j'en suis très heureux. Et Mathieu, pour ceux qui ne savent pas, est le plus grand, mon Dieu, fan, on pourrait dire, du général de Gaulle. T'es allé à Colombey-les-Deux-Églises, d'ailleurs, où il demeurait. Oui, j'y ai fait mon pèlerinage, comme on dit. J'y ai fait mon pèlerinage avec bonheur et joie. Donc, c'était en 2014, si je ne me trompe pas. Et pour moi, non, ça demeure c'est le grand homme politique du XXe siècle. Mais plus encore, je crois, c'est celui qui, donc pas seulement pour la France, mais qui avait une philosophie politique vers laquelle on peut se tourner aujourd'hui pour comprendre les temps présents. Donc non, ça va être un bonheur de recevoir Franz-Olivier Gisbert pour en parler. On va t'écouter avec Foge. Merci beaucoup. Bon week-end, Mathieu Bock-Côté. Bye bye, salut. merci. Bye.